Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant nous attaquer à l'utilisation de l'équation de Schrödinger dans le cadre de l'atome d'hydrogène ou des hydrogénoïdes. Alors prenons un noyau d'atomes composé de Z protons, un certain nombre de neutrons et un seul électron. Dans le cas de l'hydrogène, bien sûr, c'est un atome d'hydrogène. Dans le cas d'un atome d'hélium, s'il n'y a qu'un seul électron, c'est un ion chargé positivement, et ainsi de suite pour des atomes plus lourds. On appelle de tels atomes avec un seul électron des hydrogénoïdes, car ils ont tous un comportement assez semblable à celui de l'hydrogène. L'électron qui est placé autour du noyau est plongé dans un potentiel électrostatique, puisque le noyau est chargé positivement, et le potentiel, en fonction de la distance au noyau, est donné simplement par moins Z E carré sur R. E étant la charge électrique, bien sûr. Avec ce potentiel, l'équation de Schrödinger peut être résolue analytiquement, c'est-à-dire qu'on peut lui trouver une solution exacte. Alors ça, c'est très précieux en mécanique quantique, parce que il s'avère que les situations où l'équation de Schrödinger peut être résolue de manière exacte, ces situations sont assez peu nombreuses. On a l'oscillateur harmonique, on a le puits de potentiel carré, et quelques cas comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ils sont très précieux. D'abord, en eux-mêmes, puisqu'ils donnent une solution exacte, mais également pour des situations plus complexes ou plus réalistes, où il n'y a pas de solution analytique exacte, mais où il existe tout un arsenal de techniques d'approximation, nous en reparlerons, et il est utile de pouvoir partir d'une situation proche ou semblable, où il existe une solution exacte, et où on peut appliquer alors une technique d'approximation pour la situation réellement étudiée. Donc ces solutions exactes servent de briques de base à des solutions plus complexes mais approchées. Alors, un petit détail technique intéressant à connaître, c'est qu'on ne travaille pas dans l'équation de Schrödinger avec la masse de l'électron, mais avec la masse réduite. Alors c'est quoi ça? Alors la masse réduite, c'est du fait que l'électron il va tourner autour du noyau, et du fait du mouvement, de l'attraction, le noyau attire l'électron, mais l'électron attire le noyau aussi. Et donc le noyau va également bouger légèrement, ils vont tourner autour d'un centre de masse. C'est comme pour la gravité, on a le même phénomène. Si on a deux masses qui s'attirent, elles vont tourner avec la force de gravité l'une autour de l'autre, autour d'un centre commun, le centre de gravité. Et on montre que décrire un tel système revient à décrire la rotation d'un seul corps, mais obéissant au même potentiel, mais ayant une masse dite réduite, qui est donnée par le produit des masses divisé par la somme des masses des deux corps. Dans le cas des atomes, ça ne fait pas une très très grosse différence, parce que le noyau est en général beaucoup plus lourd que l'électron. Même dans le cas d'hydrogène, il n'y a qu'un seul proton, il est quand même 1000 fois plus lourd. Et donc, mu est presque égal à la masse de l'électron, mais apporte une petite correction. Alors, l'équation est donc moins h carré sur 2 mu, la masse réduite, fois la variation avec la position, la variation carrée, la variation de la variation de U, U la fonction d'onde, plus VU égale EU, pour une solution stationnaire, donc avec une énergie bien précise. On avait déjà vu le cas des potentiels à symétrie sphérique. C'est le cas ici. Le potentiel, l'attraction de l'électron par le noyau est totalement symétrique dans tous les sens. Donc, on peut appliquer les techniques de symétrie sphérique. On avait vu que la fonction d'onde se séparait en une fonction radiale fois
une fonction qui dépend des angles, θ phi, les solutions étant appelées des harmoniques sphériques, et qui dépendent de deux nombres quantiques, L et M. M est le nombre quantique dit magnétique, et L est le nombre quantique dit orbital. Il reste donc à résoudre, donc à séparer cette équation-là pour avoir une équation pour R de R, et à résoudre cette équation. Alors là, je ne vais pas vous donner le détail, c'est très compliqué. C'est une équation du second degré qui n'est pas facile du tout, qui demande pas mal de manipulation, qui fait appel à des techniques et à des outils tels que les polynômes de la guerre. Rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale, c'était son nom, la guerre, les polynômes de la guerre. Et donc c'est très complexe. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails là-dessus. Si vous avez étudié ne fût-ce qu'un peu la mécanique quantique, bon, si vous avez fait l'université et que vous avez eu l'occasion d'aborder la mécanique quantique, même si vous n'en avez pas vu beaucoup, ce fut d'ailleurs mon cas au départ, puisque je suis ingénieur civil, et on voit la mécanique quantique, on apprend la mécanique quantique, mais on n'en voit que les bases, on n'en voit pas autant que tout ce que nous avons déjà vu. Et dans la plupart des cours, dans la grande majorité, on commence simplement par une petite introduction, on aboutit très vite à l'équation de Schrödinger, et puis on passe du temps à résoudre cette équation de Schrödinger dans diverses situations, dont l'hydrogène. Donc on arrive très très vite dans le cours à résoudre ce cas-ci. Et donc, si vous avez fait ça, vous savez combien c'est compliqué avec des calculs monstrueux. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que la mécanique quantique a parfois mauvaise presse au niveau des étudiants à cause de cette lourdeur mathématique et ces calculs complexes qui se cachent derrière. Souvent, nous l'avons vu, on peut se passer de calculs trop complexes. Ou alors faire confiance aux résultats trouvés par d'autres. Alors, on effectue les calculs, et ce qu'on trouve, c'est que les solutions se classent en fonction d'un nombre entier, n, appelé nombre quantique principal, et qui peut prendre les valeurs 1, 2, 3, etc. Un entier positif. On trouve aussi que L, le nombre ici, doit être inférieur à n, et il vaut donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un nombre entier, et que n, nombre entier également, est compris entre moins L et plus L. Et après un certain nombre de développements, on arrive alors aux différentes solutions avec de l'énergie En, donc qui dépend du nombre n, donnée par moins mu z carré E4 divisé par 2 h bar carré n carré. Le nombre négatif fait que cette énergie est négative parce qu'il s'agit d'une énergie de liaison. On a une énergie zéro quand l'électron est libre, c'est un choix, hein, on choisit le zéro d'énergie comme on veut. En général, on choisit ça pour l'électron libre, et quand il s'attache au noyau, une partie d'énergie est libérée lors de cette liaison, et donc l'énergie de liaison est négative. Ce résultat est conforme à la vieille théorie de quantique de Bohr que nous avions vu, et sauf que la théorie ici va permettre d'aller beaucoup plus loin. On définit aussi A0, c'est le rayon de Bohr, hein, comme nous avions vu, h bar carré sur mu E carré. Et alors, on peut décrire différentes solutions en fonction de n. Alors, je vais juste vous donner la première. R1, 0, c'est-à-dire n égale 1, n égale 0, de R, est égal à une constante liée à la normalisation de la fonction d'onde, fois E exposant moins ZR
sur A0. C'est donc une exponentielle décroissante. Alors, il y a aussi une dégénérescence, c'est-à-dire qu'à chaque valeur de n, il y a un ensemble de solutions, une seule pour la solution radiale, mais L et M peuvent prendre différentes valeurs. Alors, on peut faire le décompte, je vous le laisse faire, c'est pas très difficile, sachant que n vaut 1, 2, 3, etc., que L est inférieur à M, et que M est compris entre moins L et plus L. On compte facilement le nombre de solutions possibles de valeurs pour L et M, et pour chaque valeur de M, le nombre de solutions, c'est n carré. Il y a donc n carré solutions. Cette dégénérescence, on a une dégénérescence qui est en M, avec la variation du nombre M, elle est typique des systèmes à symétrie sphérique. Et la dégénérescence due à la variation du nombre L, elle est typique du potentiel coulombien. Pour un potentiel qui serait sphérique, mais avec une décroissance différente de 1 sur R, il n'y aurait plus de dégénérescence en fonction de L. Pour des noyaux plus complexes, le potentiel coulombien est souvent une approximation et on a la dégénérescence en fonction de L élevée, c'est-à-dire qu'on a des énergies différentes, légèrement différentes en fonction de L. La dégénérescence en fonction de M est également levée en présence d'un champ magnétique, soit le champ magnétique dû au noyau lui-même, soit un champ magnétique appliqué. Dans ce cas-là, on a aussi de petites variations d'énergie en fonction de M. Alors, rappelons aussi que pour chaque solution, on peut mettre 2 électrons en fonction des états de spin. Mais ça, c'est quand on met plusieurs électrons. Ici, nous sommes dans le cas où nous n'avons qu'un seul électron. Alors, voyons comment on classe ces énergies. Alors, l'énergie, ici, on va noter la valeur de n. 1, 2, 3, 4, etc. Jusque l'infini. N peut croître indéfiniment. Le potentiel coulombien, vous avez vu dans le plus de potentiel carré, il y avait un certain nombre fini d'états possibles, un certain nombre d'états d'énergie. Tandis que dans le cas du potentiel coulombien, comme il diminue lentement avec la distance, il est possible d'y avoir une infinité possible d'états avec des énergies. Des énergies qui vont de 0 pour l'état non lié à l'état de base, n égale 1, qui est de moins 13,6 électronvolts pour l'hydrogène. Il faut multiplier par Z carré pour les hydrogénoïdes. Et les différentes valeurs de L, 0, 1, 2, 3, etc. Et les différents états sont alors comme ceci. Pour L égale 1, ça commence un niveau plus haut. Pour L égale 2, encore un niveau plus haut. Et ainsi de suite. Avec chaque fois des niveaux à la même hauteur, puisqu'il y a une dégénérescence. On note ces états par des lettres. Les états de L sont notés S, P, D, F. Et ceci est appelé l'état 1S, l'état 2S, etc. L'état 2P, l'état 3D, etc., etc. Ces notations avec des lettres sont issues de la spectroscopie, puisque avant de comprendre la structure de l'atome, au XIXe siècle, les scientifiques avaient déjà observé les spectres émis par les atomes lorsqu'on chauffait la matière, et ils ont pris l'habitude de classer les raies observées avec des lettres comme celle-ci, et comme nous l'avons vu, les raies, c'est-à-dire la fréquence à laquelle sont émises la lumière, est intimement liée à la différence d'énergie des raies. Et donc, on retrouve cette notation utilisée pour les niveaux d'énergie dans les atomes. Et la fonction d'onde elle-même, parce que la résolution de l'équation donne donc l'énergie, mais également la fonction radiale ici. Eh bien, ce n'est pas facile à visualiser. D'abord parce qu'elle est à 3 dimensions,
donc c'est un peu difficile à dessiner. Et ensuite parce qu'elle a à la fois une grandeur et une phase. Cette fonction d'onde est une amplitude, c'est un nombre complexe, et pas un simple nombre réel. Donc c'est pas facile à visualiser. On peut quand même le faire, partiellement, par diverses astuces. Par exemple, si on prend les cas m égale 0, donc le cas le plus simple, où seul n varie, alors si on prend l'amplitude, la grandeur de la fonction d'onde, de la solution, pour n égale 1, on a une décroissance exponentielle, on l'avait vu ici. Pour n égale 2, on a une oscillation. Pour n égale 3, on a 3 oscillations, et ainsi de suite. On peut aussi représenter, on va dire presque en perspective, donc on trace les axes X et Z, un axe Y perpendiculaire, et on peut tracer la zone de probabilité maximale, donc le carré de la fonction d'onde, R fois Y, on prend le carré, et on peut visualiser globalement, grossièrement, l'endroit où on a plus de chances de trouver l'électron. Dans le cas 1, 0, donc dans le cas où n égale 1, n égale 0, la zone de probabilité maximale est grossièrement une sphère. En réalité, elle s'étend à l'infini, cette sphère. Simplement, au-delà du rayon de bord, à 0, la probabilité de trouver l'électron est déjà beaucoup plus faible. Et beaucoup plus loin, elle devient pratiquement négligeable. Dans le cas n égale 2, n égale 0, on a deux sphères imbriquées. Dans le cas de 1, donc n égale 2, L est égal à 1, on obtient deux zones légèrement allongées ici. En fait, grossièrement, la fonction d'onde a la forme d'un sablier. À nouveau, elle s'étend à l'infini, mais la partie la plus importante, la valeur la plus grande, est dans une forme, grossièrement, en forme de sablier. Pour n égale 3,1, on obtient deux zones importantes ici, deux zones un peu plus faibles ici. Grossièrement, ça a la forme d'un trèfle à 4 feuilles. Et le M là-dedans, eh bien, le M, les valeurs de M, qui peuvent être ici 0, 1 ou moins 1, vont donner l'orientation de notre sablier, selon les trois axes. Et de même, ici, pour notre trèfle, la valeur de M va donner trois orientations possibles et des cas plus complexes, bien sûr, pour des valeurs plus grandes de M et de L. Voilà, pour l'atome d'hydrogène, sans se plonger dans les calculs épouvantables de résolution de cette équation. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer justement aux techniques d'approximation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour résoudre des cas plus compliqués, où on ne peut pas résoudre les calculs de manière exacte. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, nous allons y aller progressivement, en prenant d'abord des approches simples, et nous commencerons par ce qu'on appelle les fonctions d'onde de spin. Je vous remercie.